Bonsoir. Aujourd'hui, nous allons parler des Indiens des États-Unis. Dans l'histoire, beaucoup de peuples ont été déplacés, niés, massacrés, mais les Indiens d'Amérique ont en plus la particularité d'avoir ensuite été utilisés, caricaturés et même valorisés. Souvenez-vous, dans les films, les westerns des années 50, ce sont des brutes à cheval, agressifs, sans pitié, mais ils deviennent un peu plus tard des nomades paisibles, victimes du progrès, dans, par exemple, Danse avec les loups. Pour de nombreux Américains, ce furent des sauvages, mais ensuite ils sont devenus, au fond, les premiers écologistes. Alors voyons avec quelques cartes comment les États-Unis ont éradiqué puis avalé ces Indiens qui les précédaient. Mais d'abord, d'où venaient-ils ? Ce sont à l'origine des peuples d'Asie qui ont rejoint l'Amérique par la mer ou par la terre. Soit des populations de pêcheurs qui longeaient les côtes, soit des populations de chasseurs passant le détroit de Bering à pied, qui était à sec lors de la dernière période glaciaire. La date à laquelle cet homme asiatique est apparu dans le Nouveau Monde américain est très imprécise. Les archéologues établissent la datation de leur présence entre moins 40 000 et moins 10 000 ans. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que des sociétés organisées et différenciées culturellement étaient présentes en Amérique du Nord et du Sud à partir de 11 000 avant Jésus-Christ. L'Amérique n'a donc jamais été un continent vide, contrairement à ce que pensaient les pères fondateurs, les Pilgrim Fathers, puis ce qu'affirmèrent leurs successeurs, les explorateurs, puis les colons. Voici une carte des principales régions climatiques du continent nord-américain. C'est important, le climat, car la culture de ces Indiens les conduisait à des rapports très étroits avec leur environnement naturel, à une vision très claire de ce qu'un peuple prend à la terre pour vivre et à ce qu'il doit lui donner en retour. Le nord-est est une zone de conifères et de feuillus, de lacs, de torrents, qui s'étend des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent jusqu'à la vallée du Mississippi et de la baie de Chesapeake. La dureté des hivers ne permet pas l'agriculture. Les tribus vivant là pêchent, cueillent, chassent. Ce sont les Nipissing, les Algonquins, les Iroquois, les Hurons, les Micmacs, qui nomadisaient en canoë des corps sur les lacs, déplaçant leur wigwam conique, fait de branches et d'écorce. Eh bien, ce sont évidemment ces tribus du Nord-Est qui se trouvèrent face aux premiers immigrants venant d'Angleterre ou de France, en particulier des trappeurs pratiquant la traite des fourrures. Plus au sud des Grands Lacs vivaient les Ottawa, les Illinois, les Shawnees. Là, la terre est plus riche, on cultive le maïs, la courge, les haricots. Au sud-est, une zone plus arrosée, beaucoup de marais et de mangroves, la faune est variée et les sols fertiles. Les Indiens deviennent là agriculteurs, sédentaires. Ils obtiennent même 2 récoltes par an de maïs et de tournesol. Ceux de la côte faisaient pousser des bananes, de la canne à sucre, du tabac qu'ils fumaient. Ce sont les Séminoles, les Choctaws, les Natchez, les Cherokees, les Chickasaws. La partie centrale du pays est formée de plaines et de prairies. Là, d'énormes troupeaux de bisons se déplaçaient librement, sans obstacle naturel, se multipliaient car vivaient sans prédateurs. Ainsi, les Indiens des plaines, les Sioux, les Blackfoot, les Cheyennes, les Pawnees, les Comanches, vivaient par le bison. La viande pour manger, la fourrure pour s'habiller, la peau pour la maison. Au sud-ouest, la pluie est rare, les terres sont arides. C'est une région de plaines sèches, de canyons. Là vivaient les Hopis, les Navajos, les Pueblos, les Apaches du sud. Ce sont des tribus d'agriculteurs sédentaires qui cultivent le maïs, le coton, tissé et teinté par les femmes Hopis. Ils chassaient le petit gibier, se déplaçaient peu, vivant dans des maisons de terre que l'on peut encore voir aujourd'hui au Nouveau-Mexique ou en Arizona. Alors on le voit sur les cartes, cet immense continent renferme une grande diversité climatique qui induit des modes de vie économiques et culturels très différenciés entre tribus, mais avec un point commun entre elles, elles n'occupent pas leur territoire en permanence. Eh bien, pour les vagues successives de pionniers et puis de colons, c'est peut-être cela qui a rendu légitime le fait de s'approprier les terres de ceux qui ne les cultivent pas en permanence. C'est l'opposition classique entre le sédentaire et le nomade.
celui pour qui le travail est une valeur, à l'opposé de celui pour qui c'est un besoin. Voici la limite approximative des territoires des principales tribus indiennes. La dépossession va se faire progressivement, mais totalement, en 200 ans environ. En 1830, soit moins de 60 ans après l'indépendance américaine, le président des États-Unis, Andrew Jackson, fait voter par le Congrès le Indian Removal Bill. C'est une loi autorisant le déplacement vers l'ouest du Mississippi des tribus indiennes situées à l'est. Ainsi furent déportés à marche forcée des dizaines de milliers d'Indiens, provoquant des milliers de morts, notamment dans la tribu des Cherokees. L'expression « piste des larmes » vient de cette déportation. Ces terres indiennes ne cesseront d'être violées à mesure de la progression des colons vers l'ouest, à mesure de la progression du cheval d'acier, c'est-à-dire le chemin de fer. Si on superpose une carte de la progression des lignes de chemin de fer, on comprend que le train est l'un des instruments de la dépossession. Les lignes du chemin de fer partent naturellement de l'est des États-Unis, avancent vers le centre, arrivent à l'ouest, progressant dans l'espace, mais aussi dans le temps. Le premier chemin de fer transcontinental est achevé en 1869. Les équipes de construction du train sont ravitaillées par la viande fournie par les massacreurs de bisons, comme Buffalo Bill. Par exemple, le Kansas Pacific organise à partir de 1868 des traversées pour tirer sur les bisons depuis les wagons du train aménagés à cet effet. Les bêtes sont laissées au sol, au mieux mortes, au pire blessées. Sachez qu'entre 1800 et 1890, le nombre de bisons en Amérique passe de 75 millions de têtes à 800. Massacrer le bison, c'est chasser les Indiens des plaines. C'est leur supprimer leur principale ressource. Et l'avancée des Américains vers l'ouest va peu à peu faire disparaître les Indiens de ces terres. En 200 ans, ils ont été expropriés, confinés dans des réserves, puis acculturés, christianisés, décimés par les maladies ou par l'alcool. On comptait entre 1 et 12 millions d'Indiens avant l'arrivée des Blancs. Eh bien, au moment du massacre final de Wounded Knee Creek de 1890, ils sont 250 000, selon le recensement de 1896. Voici maintenant une carte montrant les réserves actuelles au XXIe siècle. Elle n'est pas précise, car beaucoup d'Indiens vivent en ville, et la mixité s'est largement développée depuis plusieurs décennies aux États-Unis. Car dans le cas des Indiens, on ne peut parler seulement des survivances du passé, comme lorsque je vous parle des Incas. Non, les Indiens d'Amérique ont conservé une culture qui les inscrit partiellement dans le monde moderne, des qualités d'adaptation qui leur ont permis de survivre au génocide. Alors comment les appeler à propos ces hommes, ces peuples? Eh bien, Indiens, bien sûr. Sauf que le mot indien est dû au fait que Christophe Colomb s'est trompé de direction. En débarquant en décembre 1492 dans la Caraïbe, il pensait avoir atteint le passage vers les Indes, par l'ouest, alors qu'il découvrait, par erreur, l'Amérique. D'où ce nom d'Indien. Première méprise. Et puis de toute façon, d'autres Européens avaient déjà découvert l'Amérique avant lui. Mais ça, c'est une autre histoire. Ensuite, beaucoup de noms d'Indiens nous sont connus parce que, après tout, ils ont été donnés par les Blancs arrivés plus tard, et ceci en fonction de caractéristiques physiques et d'observations sommaires. Nez percé, pieds noirs et bien sûr peau rouge. Et puis on peut s'amuser en rappelant qu'avec le politiquement correct, ils furent ensuite nommés Amérindiens, Native People, et aujourd'hui on dit First Nations. Or, cette façon de nommer n'est pas anecdotique. Elle touche évidemment à l'identité. Songez que l'État de l'Utah ne leur a accordé le droit de vote qu'en 1956. Les Indiens sont aujourd'hui 2 200 000 aux États-Unis. Leur démographie est à nouveau en hausse. Ils ont montré depuis la deuxième moitié du XXe siècle une grande capacité de résistance politique, économique, artistique. En fait, les Américains ont beaucoup perdu en ne préservant pas ces premiers hommes. Ils se sont souvent contentés de les récupérer, de les utiliser. Dakota, c'est un avion de chez Douglas. Cherokee, c'est une 4x4 de General Motors ou Ford, je me souviens plus. Tomahawk ou Apache, ce sont des missiles. Pontiac, c'est une voiture. Et Pocahontas, un film de Disney. Alors, les tribus touchent-elles des royalties? Upah